Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café. Et la recette est la même que chaque matin, à savoir vous proposer le meilleur de l'actualité autour du développement et en une dizaine de minutes. Pour ça, on parlera aujourd'hui de la sortie d'iOS 16.4, de vulnérabilité dans les assistants vocaux ou encore de Twitter qui fait la chasse au code. J'espère en tout cas que ce programme vous plaira et vous pouvez sortir vos meilleurs cafés parce qu'on est parti. Pour commencer, la semaine dernière, je vous avais donné le lien vers un guide des bonnes pratiques pour concevoir des applications responsables et un peu plus écologiques. Je vous ai bien sûr remis le lien dans la description pour ceux qui avaient loupé l'info, et ce qui est encore plus intéressant, c'était qu'il y avait aussi un plugin pour SonarCube qui était disponible à la fois pour Android et iOS, de telle sorte à s'assurer que vous implémentiez bien correctement ces règles. Et cette même initiative proposera un challenge les 5 et 6 avril prochains pour justement améliorer tout cet écosystème. Et je vous ai mis là aussi le lien dans la description si certains parmi vous veulent en savoir plus. Mais on quitte très vite cette dimension responsable pour revenir au rythme effréné des sorties de systèmes d'exploitation, car vous auriez dû prendre les paris avec moi vu que je pensais qu'iOS 16.4 allait sortir ce soir, c'est-à-dire en même temps qu'Apple Music Classic, et patatras, parce que ça est sorti pas plus tard que hier soir. Alors comme d'habitude, la recommandation c'est d'attendre un tout petit peu avant de faire l'installation sur vos propres téléphones, histoire d'éviter les potentiels bugs, mais cet iOS 16.4 marque un véritable tournant pour les applications web, car jusqu'à présent Apple traînait quand même pas mal des pieds sur le sujet. Très précisément, voilà la liste de ce qu'iOS 16.4 apporte. Tout d'abord le support du push sur les web apps, mais ça s'arrête pas là, puisque vous allez profiter de cet événement pour afficher par exemple des notifications, mais aussi modifier les badges, ce qui est donc une excellente nouvelle pour les progressives web apps. Mais surtout dans les navigateurs tiers, c'est-à-dire tout sauf Safari, ils pourront désormais ajouter des raccourcis sur le bureau vers n'importe quel site. Et toujours sur les API, pour les web apps, on a accès à l'API Screen Wake Lock qui permet d'éviter que l'écran se mette en veille, et ça peut être super utile par exemple pour les applis avec, par exemple le biais d'un concert. Mais également on a l'API Screen Orientation ou encore User Activation qui permet cette fois-ci de savoir si une action a été faite par l'utilisateur ou alors si c'est simplement du code qui avait à l'origine. Il y a encore beaucoup d'autres changements dans les API web, mais d'une manière générale, les PWA vont rattraper leur retard par rapport à Android. En revanche, contrairement au Google Play qui permet de packager des PWA dans ce qu'on appelle les Trusted Web Activities, eh bien il n'y a rien de tel pour l'App Store et c'est un peu dommage. Mais il n'y a pas que ça comme nouveauté puisque désormais si vous voulez installer des bêtas, l'authentification ne se fait plus en téléchargeant des profils, mais simplement en se connectant à un compte développeur. L'idée c'est surtout de simplifier le process, mais surtout d'éviter que des personnes qui ne payaient pas, eh bien ils pouvaient installer des bêtas destinés aux développeurs, et ce sera donc plus le cas. Et enfin, dans les nouveautés, pas très intéressantes, mais on les note quand même, il y a les emojis d'Unicode 15 qui sont disponibles, et dans les options d'accessibilité, si vous avez des vidéos avec du contenu qui flash un tout petit peu trop, eh bien iOS peut faire en sorte de réduire ce phénomène. Bref, dans l'ensemble, même si ce n'est qu'une sous-version d'iOS, c'est probablement la plus intéressante jusqu'à présent pour nous les développeurs. Par contre, je vous l'ai déjà dit, attendez peut-être un tout petit peu, ce serait quand même bête de tomber sur des bugs. A noter aussi que tous les autres systèmes d'exploitation comme WatchOS, macOS ont aussi été mis à jour. Ensuite, on reste sur le développement iOS, et malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, eh bien Xcode échappe à tout ce qui est GitHub Copilot et consorts. Mais ça c'était avant, puisque le projet non officiel qui s'appelle Copilot for Xcode, et c'est un gros hack, puisque ça passe par un plugin pour NeoVim pour ensuite faire les suggestions dans Xcode, et en réalité c'est pas aussi bien intégré que dans VS Code ou alors dans IntelliJ, car sur ces IDE, le code il est suggéré directement dans l'éditeur, mais dans Xcode ici c'est dans une fenêtre séparée, et bon c'est déjà mieux que rien, et le lien pour découvrir ce plugin il est forcément dans la description. Voilà donc pour les infos côté Apple, et on va se tourner du côté de la concurrence Android, et plus particulièrement d'une info qui m'était un peu passée sous le nez. Pour vous expliquer, les machines virtuelles, que ce soit l'ancienne Dalvik ou maintenant ART, exécutent du code stocké dans des fichiers DEX, et pour ça le code il doit être vérifié. Et je vous invite à lire l'article pour exactement comprendre pourquoi. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que cette étape de vérification elle est faite si possible quand l'application est installée, voire au pire lors de la première exécution. Sauf que certaines parties du code peuvent parfois ne pas être vérifiées en amont, mais uniquement au runtime. C'est par exemple le cas ici avec un if sur la version d'Android, car ces API n'existaient pas avant Android 8. Et si justement vous exécutez sur un téléphone qui a une version antérieure, eh bien les vérifications elles ne sont pas faites en amont, mais elles seront faites à l'exécution lors du chargement de la classe. Et la bonne nouvelle est pareil, sans rentrer dans les détails sur le comment, si vous utilisez les dernières versions de D8 et R8, le code est modifié de telle sorte à ce que ces vérifications qui étaient avant faites au runtime puissent être faites en amont, comme le reste. Et selon les chiffres donnés par Google, les gains sont significatifs, donc dit autrement, ce changement ne devrait pas énormément bouleverser les performances sur les versions récentes d'Android.
En revanche, les utilisateurs sur du matériel un peu plus ancien vont vous envoyer des bisous virtuels. Et enfin, pour terminer sur cette partie mobile, la société Promon, qui offre des outils pour renforcer la sécurité des applications, indique 2 chiffres assez effrayants, mais juste pour précision, leur étude s'est basée sur 357 applications qui génèrent le plus d'argent, sans toutefois préciser lesquelles. Mais les 2 enseignements est que 81% d'entre elles ne vérifient pas si les téléphones ont été compromis, avec par exemple du jailbreak sur iOS ou alors du root sur Android. Il y a un autre chiffre qui me semble pas étonnant, c'est que 84% des applications ignorent le repackaging, c'est-à-dire que si un hacker prend une application, la modifie un tout petit peu pour ajouter son code et la repackage ni vu ni connu, eh bien dans 80% des cas, ça passe crème comme on dit. Alors vous allez peut-être me dire que mettre en place de tels mécanismes, c'est pas toujours utile, typiquement pour des applications gratuites, mais ici on se parle bien des applications qui génèrent de l'argent avec des paiements in-app. C'est donc assez embarrassant on va dire. Allez, on s'arrête ici sur le volet mobile et place bien sûr aux actus en bref, et la bonne nouvelle c'est que cette fois-ci ce sont les licenciés qui prennent leur revanche. Aux États-Unis, les iPhone 14 n'ont plus d'emplacement pour une carte SIM physique et ne fonctionnent plus qu'à l'aide d'une eSIM. Selon des informations du site iGen, les iPhone 15 auraient le même traitement de faveur en France. Pour l'heure, l'opération n'a pas grand intérêt car elle est remplacée par un espace vide, mais à l'avenir on pourrait imaginer des batteries de plus grande capacité. On poursuit avec une information assez surprenante provenant d'un leaker puisque les marques Oppo et OnePlus pourraient quitter le marché européen, en tout cas à minima l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, suite à un problème de brevet avec Nokia. Toutes les marques ont démenti après avoir été contactées par un journaliste, comme on dit, suite au prochain épisode. Sur un tout autre sujet, juste après le lancement de son chat sur Bing, Microsoft avait dû réduire le nombre de questions possibles dans une session car l'IA pouvait se montrer agressive. Mais suite au progrès réalisé, le vice-président en charge de Bing a confirmé qu'il évaluait désormais la possibilité de poser 20 questions par session avec un nombre maximum de 200 questions par jour. Et enfin, je vous avais indiqué qu'Indeed avait licencié 2200 employés, et un ex-salarié fait le ramdam sur TikTok car on le voit non seulement partir avec ses affaires, mais aussi se servir dans la nourriture fournie à volonté aux employés, et il aurait bien tort de ne pas en profiter. Bon, je vous ai dit qu'on en avait fini avec la partie mobile, mais pas tout à fait parce que ça concerne les assistants et là-dedans ça englobe tous, à savoir le Google Assistant, Siri, Cortana ou encore Alexa. Et je vous apprendrai rien en vous disant que l'oreille humaine entend sur des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Sauf que les micros des assistants, mais aussi nos téléphones, ils peuvent entendre bien plus et particulièrement sur les fréquences plus élevées. Et une équipe de chercheurs d'une université américaine ont développé une attaque appelée Near Ultrasound Inaudible Trojan, ou NUI pour faire plus court et c'est plus simple à dire, qui démontre qu'ils peuvent envoyer des commandes sans même qu'on s'en rende compte. Alors pour cela, NUI se découpe en 2 attaques, soit le terminal il est à la fois celui qui émet et qui écoute, soit ce sont 2 appareils différents. Mais dans les 2 cas, la vulnérabilité est impressionnante car en seulement 0,77 secondes, une commande est totalement envoyée. Alors je vous diffuse en parallèle les exemples qui mettent à disposition, mais autant les assistants ils sont pas super intelligents, autant ils peuvent être connectés à des services tiers et par exemple à la maison connectée. Et si là-dessus on faisait un peu de science-fiction, on pourrait imaginer une appli qui en tâche de fond envoie la commande, et à ce moment-là, il y a des voleurs qui rentrent pépère chez vous. Bref, c'est un peu flippant, mais il faut noter que Siri est un peu plus fiable, ou alors un peu plus bête, ça dépend des points de vue, car seule une voix humaine peut faire tout ce type d'action, mais surtout si l'assistant que vous utilisez permet de reconnaître votre empreinte vocale, eh bien activez-le, car ça réduit drastiquement les chances que ces types d'attaques se produisent. Bon allez, après ça, j'ai dû mettre votre morale dans les chaussettes, alors pour se rattraper, on va aller du côté de chez Twitter, et c'est une nouvelle fois un énorme couac. Juste pour rappel, Elon Musk avait dit qu'il allait mettre en open source leur algo à la fin du mois, mais il n'a pas fallu attendre, car sur GitHub, une partie du code de la plateforme et des outils internes ont été brièvement publiés hier. Très vite, Twitter a réagi en faisant un DMCA et GitHub a très vite supprimé le repo en question, mais on imagine que des copies ont été faites entre-temps, et pour le moment on ne sait pas d'où vient vraiment ce code, est-ce que c'est d'une précédente attaque, voire d'un ancien employé qui était peut-être un peu furax, en tout cas c'est pas ça qui va rassurer les annonceurs. Mais quand même, pour précision, dans la requête de DMCA, Twitter a demandé la liste de tous les utilisateurs qui ont téléchargé le code, y compris leur adresse, email, le numéro de téléphone et IP, en revanche on ne sait pas si GitHub a coopéré. Bon, ça fait toujours pas de bonnes nouvelles et je vais quand même vous en donner une si vous faites du Java en général. L'idée c'est que vous devez signer vos applications à l'aide d'une clé, et le problème de ce mécanisme c'est que si vous perdez cette clé, eh bien c'est un peu la catastrophe. Et le projet Sixtor veut proposer une approche équivalente à ce qui se fait chez Apple, à savoir une identification par rapport à un compte. Pour le moment, le projet est encore en cours de développement, mais ça pourrait grandement simplifier les choses, en espérant quand même que ce soit pas aussi compliqué que sur iOS, où parfois quand même les erreurs sont un tout petit peu mystiques.
Et pour terminer, place à un projet de loi de l'Union Européenne, et comme le dirait notre idole à tous, ou presque, à savoir Monsieur Bazooka, c'est une FBI ou fausse bonne idée. La proposition de loi souhaiterait pouvoir écouter tous les messages échangés, que ce soit au format texte, photo ou vidéo. Et pour essayer de faire passer la pilule, ils expliquent que ce serait pour voir si les images ne contiennent pas des enfants maltraités. Mais là-dessus, l'EFF ou Electronic Frontier Foundation a créé un site qui s'appelle Stop Scanning Me pour justement expliquer ce problème. Alors si vous êtes en désaccord, vous pouvez signer une pétition, mais si en revanche vous êtes pour, eh bien sûr je respecte votre choix. Mais disons qu'en matière de mettre de l'huile sur le feu, ils sont plutôt bons à la Commission européenne. Et voilà, c'était tout pour cet épisode en ce mardi. Bon, j'ai bien essayé de vous trouver 2-3 infos pour égayer votre journée, mais malheureusement, c'était pas trop ça. J'espère malgré tout que ce Dev Café vous aura appris des choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée, faites aussi des bisous au Gontran, et on se dit comme d'habitude, à demain, même heure et même endroit.